à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Désolé pour ce petit contretemps, il y a un adaptateur qui avait un faux contact, donc on a fait autrement, on a utilisé une solution de backup. Le sujet va même être un petit peu plus large que ça. Le principe, c'est quand on doit créer une technologie de détection, ou quand on doit identifier des menaces à partir de très peu de caractéristiques, et en l'occurrence les menaces qui n'ont aucun payload, pas d'attachment, pas de pièce jointe, pardon, pas d'URL, uniquement du texte, comment on peut quand même en tirer des caractéristiques et surtout comment on peut avoir assez de volume de données si ces attaques sont ciblées pour faire une vraie technologie de détection. Donc ce que je vais présenter ici, c'est en deux parties. Il y a une partie, la moitié de la présentation, c'est détailler un brevet que Veid a déposé sur le fait d'augmenter virtuellement les datas pour pouvoir apprendre du machine learning avec très peu de data, en fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour en deux mots, qui est la société Veid. Donc, Veid est un acteur de la sécurité email, en cyber security. On acte sur deux marchés. Le premier marché qui sont les opérateurs, c'est ce que vous voyez sur le côté gauche de l'écran ici. Donc, des très gros opérateurs utilisent la société Veid pour filtrer leurs emails, les adresses email de Comcast, d'Orange, British Telecom, etc. Ça dans le monde entier. Et vous avez sur la droite donc Veid qui propose sa solution de protection email pour des environnements Microsoft 365 ou autre type d'environnement avec l'ensemble des fonctionnalités de détection des menaces dans le flux email. Et le tout combiné représente environ 1 milliard de boîtes aux lettres dans le monde entier, dans 76 pays pour être plus précis. C'est aujourd'hui donc la taille de la société et le volume de données que la société gère chaque jour. Et donc vous allez voir que même en gérant énormément de données au quotidien, il y a certaines attaques qui sont très ciblées. Et donc il faut trouver d'autres moyens que reposer sur le volume de données pour quand même pouvoir créer des technologies de détection. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le sujet de manière un petit peu plus large, c'est comment faire du NLP et du machine learning finalement quand on a très peu de données. Ce que j'appelle les payload-less threats, c'est-à-dire aucune pièce jointe, aucune URL. Donc, à quoi ça ressemble? De quel type de menace on parle? Donc je crois que le texte n'est pas très visible. Ce que je représente ici, c'est des types d'emails qui n'ont ni pièce jointe, ni URL, dont le sujet parfois n'inspire rien en fait. Vous avez juste est-ce que vous êtes disponible? Vous n'avez pas plus de 6 mots par moment. Donc ici, ce qui est représenté, c'est que la première chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à catégoriser ce type de démarche. Il y a certaines démarches, c'est juste ce qu'on appelle le contact initial, en haut à gauche. C'est juste le « Hey, es-tu disponible ?» On a beaucoup vu ça dans certaines attaques par email. Ça leur permet de démarrer une discussion et de rentrer dans le dur du sujet un petit peu plus tard, après plusieurs emails, une fois que la confiance est installée. Et il y en a d'autres, certaines qui sont uniquement aux États-Unis. Par exemple, c'est le cas du W2. C'est l'équivalent des déclarations d'impôts aux États-Unis. Il y a énormément de fraude sur les formulaires W2. Et donc, il y a tout un pan d'attaques que l'on peut catégoriser en W2. Donc la première chose que l'on peut faire quand on regarde ces attaques qui sont ciblées et qui ont très peu de caractéristiques, c'est que déjà en tant qu'humain, on va commencer à émettre une thématique. Et ça va aider à imaginer une techno derrière. Alors sur ces attaques, vous les connaissez, vous en avez vu, vous en avez peut-être reçu. Les challenges pour les entreprises et également indirectement les challenges pour les technologies de détection, c'est que, il y a un impact financier énorme de ces attaques. Plus on voit de piratage autour de nous et plus ces attaques sont florissants. Quand on voit le piratage des Microsoft Exchange qu'il y a eu avec un certain nombre de données contextuelles qui ont pu être extraites, c'est exactement ce type de contexte que vont utiliser ces mails-là et utiliser un vrai contexte et commencer à générer une confiance. Et on voit également qu'il y a différents types d'intentions. La précision est extrêmement importante, même avec un nombre de mots très limité, 6 mots comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas que l'on fasse de faux positifs lorsqu'on commence à créer ce type de technologie. Et enfin, il faut que ce soit scalable. Il faut savoir que quand on crée des technologies qui s'adressent au sens des mots, ce sont des moteurs qui, en termes de performance, demandent énormément de ressources. Donc comment faire ce type de technologie à l'échelle d'1 milliard de boîtes aux lettres? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc la première chose que l'on souhaite faire quand on souhaite créer ce type de technologie, c'est rassembler des datas. Donc on va regarder où est-ce qu'on peut accéder à des datas. La première chose, c'est les tickets de support. Il y a des clients qui nous transmettent des emails qu'ils ont reçus ou pas reçus dans différents scénarios. Ils nous envoient ces emails-là pour avoir des informations. En accord avec le client, on peut conserver ces emails, les anonymiser. C'est une pré-data que l'on utilise pour créer la techno. Bon, ça, vous imaginez bien qu'en termes de volume, c'est très peu, en fait. C'est bien le problème.
Ce que l'on peut utiliser aussi, c'est les feedbacks utilisateurs. Quand vous cliquez sur le bouton spam ou phishing dans Outlook ou dans n'importe quel webmail, Veil rassemble ces informations-là. C'est des feedbacks qui sont donc des signalements utilisateurs qui sont utilisés. Mais lorsqu'on parle d'attaques ciblées, finalement, il y a très peu de signalements également, puisqu'il y a très peu d'emails reçus. Donc, ce n'est pas une solution non plus. Le dernier point, c'est regarder le trafic directement. Alors là, on commence à parler de GDPR, ça fait peur à tous les départements légaux de toutes les entreprises. Mais en plus, même quand on va au-delà de la notion de GDPR, il y a quand même un sujet de volume. Mais on va quand même essayer d'approfondir cette piste-là. Veil a souhaité pouvoir rassembler beaucoup plus de data sur les emails qui sont en très faible volume, de manière à créer des technologies. Donc on a mis en place une fonctionnalité, mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant, il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin en fait. La fonctionnalité que l'on a mis en place, ça s'appelle Threat Coach Intelligence Community. Le principe, c'est d'utiliser la fonctionnalité de Veil qui permet de former les utilisateurs pour rassembler des samples et en fait former les utilisateurs sur des vrais samples et donc en même temps pouvoir utiliser ces samples pour de l'investigation et de la création de technologies. Donc pour ça, on a créé une fonctionnalité. Il y a un toggle que les clients peuvent choisir d'activer ou non. Bien entendu, c'est désactivé par défaut. Lorsqu'ils souhaitent l'activer, il y a tout un disclaimer qui indique ce qui va être fait pour les données. Ça va être conservé 30 jours, ça va être anonymisé, etc. S'il le valide, à partir de là, Veil reçoit une copie du trafic de menaces, ce qui permet de pouvoir créer des technologies autour de ça. Mais il y a quand même un challenge, c'est que quand c'est des attaques ciblées, même en utilisant le trafic reçu, il y a quand même très peu d'emails. Sur les emails qui n'ont aucun payload, qui sont juste hey, « est-ce que tu vas bien ?», une entreprise va recevoir quelques emails à la semaine. Donc c'est quand même pas évident pour créer de la technologie. Donc ce que l'on va vouloir faire, c'est générer virtuellement ces données-là. Il faut arriver à générer virtuellement ces données-là sans finalement créer une distorsion sur le moteur. Si on crée des données qui n'ont rien à voir avec la réalité, on va créer un mécanisme de détection qui détecte tout sauf la réalité. Ça paraît assez logique. Alors il y a un brevet que j'ai indiqué ici que vous pouvez noter et aller lire puisque ça a été publié. On a déposé un brevet il y a 2 ans sur le sujet et ça a mis 1 an et demi à être accepté. Ça s'appelle la Text Data Augmentation. Donc d'abord, qu'est-ce que la Data Augmentation et comment ça marche? Il faut savoir qu'il y en a déjà autour de vous sans qu'on en ait vraiment conscience. Le principe de la Data Augmentation, au sens large du terme, pas uniquement sur le texte, c'est d'enrichir un dataset avec plus de samples pour pouvoir construire un modèle de détection. Dans la Data Augmentation, on va vouloir s'assurer de la qualité de la data. Et on va vouloir aussi s'assurer que le modèle soit générique. On ne veut pas juste entraîner sur précisément les samples que l'on a générés. On veut quand même pouvoir détecter ce qui n'a pas été généré. C'est le principe. Donc on va regarder ce qui existe déjà. Et la Data Augmentation, ça existe beaucoup dans le monde de l'image et ça existe beaucoup dans le monde du son aussi. Vous prenez un chat, ou ici je crois que c'est un hamster ou quelque chose comme ça. Vous prenez la même image, vous la retournez, vous arrivez à créer une centaine d'images différentes avec une seule image. Vous changez les contrastes, vous changez les couleurs, vous faites énormément de distorsion finalement sur l'image et vous allez pouvoir créer une image différente avec l'image d'origine. Ça, c'est un premier scénario d'augmentation de data et c'est ce qui se passe quand vous avez dans vos iPhones ou dans vos Android et vous tapez chat et vous avez toutes les photos des chats. Il y a eu de la data augmentation de fait auparavant sur des photos de chats pour arriver à entraîner les modèles là-dessus. Donc ensuite, il y a la même chose sur le son. Et sur le son, on peut imaginer que c'est assez facile, il y a énormément de distorsions possibles sur le son, on va le ralentir, l'accélérer, mettre de l'écho, etc. Il y a beaucoup de changements qui est possible pour générer plus de son à partir d'un sample de son d'origine. Nous, ce qui nous intéresse... Suivant. Ben, putain. Ce qui nous intéresse, c'est le texte. Donc, qu'est-ce qui existe déjà sur le texte? Il y a déjà quelques publications scientifiques sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que le timing est assez serré, mais il y avait 3 publications qui avaient été faites et chacune des publications avait un certain nombre de limites. C'était juste recherche au sens du terme et ça ne s'appliquait pas finalement dans un monde où on se bat contre les pirates au quotidien et dans un volume aussi à l'échelle du milliard de boîtes aux lettres. Mais le premier était assez basique entre guillemets, c'était remplacer le texte avec des synonymes. On ne va pas créer énormément de samples avec juste des synonymes. Le deuxième, c'était rajouter du bruit, et donc du bruit, c'est des fautes d'orthographe, etc. Mais même chose, finalement, on prend le risque de s'éloigner
de ce que les pirates vont faire, puisque les pirates, eux, ils tendent vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif, justement. C'est finalement la tendance inverse. Et le dernier utilisait des technologies de NLP, il était assez intéressant, mais le dernier ne fonctionnait que si le volume de données d'origine était déjà gros. En gros, vous avez 1 million de samples et vous pouvez gérer 10 millions. Mais sur les attaques ciblées par email, rassembler 1 million de samples, c'est déjà extrêmement compliqué, on l'a vu auparavant, on n'a pas énormément de samples sur le trafic à récupérer. Donc il a fallu raisonner différemment. Donc on a créé notre propre technologie, c'est pour ça qu'on a breveté le sujet. Le principe de la data augmentation, c'est de prendre un sample d'origine, d'appliquer un certain nombre de transformations et d'avoir un sample d'arrivée. Et on va vouloir s'assurer que le sample à l'arrivée soit cohérent par rapport au sample d'origine. S'il est trop loin, on va créer une distorsion sur le moteur. S'il est trop près, le moteur il va être trop basique. Il ne va pas pouvoir détecter les attaques avancées. Donc l'approche que l'on a sélectionnée, c'est deux types de transformations. Et je vais détailler chaque case, ça va être beaucoup plus poussé. Le principe, c'est le premier type de transformation, c'est ce qu'on appelle le multi-step machine translation. Donc ça, c'est scientifique, c'est tel que c'est rédigé dans le brevet. Si je simplifie, c'est la traduction. Utiliser les différentes langues que l'on a dans le monde pour créer une augmentation de données. Et on va voir comment et quelles sont les contraintes. Le premier, c'est le remplacement. Donc on a vu qu'il y avait des remplacements assez basiques qui existaient, créer des fautes d'orthographe, utiliser des synonymes. Il peut y avoir d'autres types de remplacements et surtout des remplacements beaucoup plus poussés. Puisque finalement, même avec le synonyme, ça peut avoir un sens totalement différent dans une phrase ou un contexte différent. Donc il va falloir qu'on soit prudent sur ces aspects-là. Alors d'abord, prenons le premier point, le multi-step machine translation. Le principe, c'est à partir d'un texte dans une langue d'origine, de passer par plusieurs étapes de traduction et de revenir à la langue d'origine en étant grammaticalement correct, en mesurant la distance pour que le sens soit identique, mais avec assez de différence pour que ce ne soit pas le même sample. Donc pour ça, on a créé un arbre avec différents moteurs de traduction et on a créé un arbre avec la qualité de traduction entre chaque langue. Et vous avez, si je donne un exemple assez basique, l'anglais-français, les moteurs vont être beaucoup plus à l'aise qu'entre le français et le japonais, par exemple. Donc il y a toutes les langues comme ça qui existent dans le monde où il y a différents niveaux de qualité entre chaque langue. Donc ce que l'on va vouloir faire, c'est qu'ici dans cette carte, vous avez L0, L1, L3, L2, ça représente des moteurs de traduction. Et les chemins, M0, M1, MT0, MT1, MT1, MT2, etc., ça représente le niveau de qualité de la traduction entre les langues. Et donc on va faire un petit scénario, en passant rapidement. On a ici un texte d'origine qui est en anglais. Et donc le texte, il dit « Please process immediately a wire transfer of $45,000 if it's an urgent invoice from the business attorney. Banking instructions attached. Thanks, William. » Donc faites bien attention, faites bien attention à certains mots-clés et je mettrai les deux textes à la fin et on va voir ce qui a varié. Mais le moteur, ce qu'il va faire à partir du moment où il reçoit un moteur comme ça et il va augmenter la donnée, il va regarder quel est le chemin le plus intéressant et quelle est la prochaine langue vers laquelle on peut aller en gardant un niveau de qualité assez élevé. Et donc s'il part de la langue anglaise, et ici je donne des exemples, l'arbre est beaucoup plus dense que cela, mais il va dire, je vais pouvoir aller vers du français, et j'ai deux moteurs qui sont de bonne qualité vers le français, et il va dire le moteur, je vais pouvoir aller aussi vers du néerlandais. J'ai un moteur qui est bon vers le néerlandais. Donc ensuite il va à l'étape d'après, il sélectionne le français, ça a été traduit en français, on trouve le même texte traduit donc par le moteur sélectionné de meilleure qualité vers le français. C'est pas l'étape finale, c'est juste une étape intermédiaire, donc à ce stade on ne vérifie rien. Pas quoi que ce soit. On continue. On demande au moteur d'aller plus loin. On lui demande de faire plusieurs sauts, en fait. Puisque ce que l'on veut, c'est qu'à partir de 15 exemplaires, on en génère des millions. Donc il faut vraiment qu'on augmente notre arbre de possibilités. Donc on va continuer. L'étape d'après, il va voir ici qu'il y a soit du Dutch, donc du néerlandais, soit de l'espagnol. Et dans ce cas-là, il va sélectionner l'espagnol. Je vais avoir le texte en espagnol. Je continue. Et à un moment, on va lui demander de revenir à la langue d'origine, une fois qu'il a fait un nombre de sauts qu'il estime suffisant, avec la qualité des moteurs qu'il a pu utiliser. Et une fois qu'il retourne à l'anglais, on a deux textes. Ah, j'ai fait un clic de trop, il y a un petit lag. On retrouve deux textes, et donc vous voyez ce qui a pu changer. C'est assez similaire, le sens est le même.
Il y a même des mots qui ont été rajoutés. C'est ce que font les moteurs de traduction. Des fois, hein, les moteurs qui sont assez avancés, comme des Google Translate et des Bing, ils comprennent un peu les contextes. Ils vont même rajouter ou enlever des mots. Donc là, on a deux textes. On a le texte d'origine et le texte final. On va vouloir s'assurer d'une chose quand même. On va vouloir s'assurer que le texte il soit de bonne qualité. Mais avant ça, on va vouloir aller plus loin. Parce qu'encore une fois, on veut générer des millions d'exemplaires. Donc maintenant, on va passer à la technique des remplacements. Et on va effectuer des remplacements sur le texte d'arrivée. Et ainsi de suite, on va cumuler finalement les couches et les possibilités que l'on peut faire entre les différentes langues de traduction, les différents remplacements qu'on va pouvoir faire. Donc dans les remplacements, il y a les deux premiers dont j'ai déjà parlé qui sont assez basiques et publics dans la recherche, c'est des synonymes, ce qu'on appelle les misspelling, donc un petit peu les fautes de typing et de prononciation. On va rajouter des abréviations quand il y a très vite, ou on va mettre ASAP ou des choses comme ça. On va changer les noms, bien évidemment, ça c'est une variable dans un texte, c'est assez basique, on remplace les noms, les juniors par des J, des choses comme ça. Et on va remplacer aussi les montants, et on va même remplacer la manière dont les montants sont écrits. On va mettre 150 000, 150K, on va le traduire en euros, en dollars, etc. Et donc vous imaginez bien que là on a 5 techniques, mais finalement on a un nombre de possibilités assez avancé quand on cumule ces 5 techniques, chacune indépendamment, avec les niveaux de traduction. En ayant fait ça, je vérifie juste que j'ai pas raté un slide, j'ai bien raté un slide. En ayant fait ça, maintenant, on a un texte d'origine, un texte d'arrivée qui est assez différent dans le contenu. On a modifié avec la langue, on a remplacé un certain nombre de choses dans le contenu. Là, on va vouloir s'assurer que le texte, il est à la fois assez distant, que ce soit pas juste un double, sinon on n'enrichit pas grand-chose dans le moteur, mais on va vouloir s'assurer quand même qu'il soit assez identique à l'origine. Et donc pour ça, il y a un algorithme qui s'appelle le Logistic Regression, c'est du machine learning. Le premier, cet algorithme-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer, il va sortir des samples, ce qui est trop différent, pardon, j'allais inverser. Ce qui est trop différent, on va le sortir du sample, parce qu'on considère que c'est un risque. Si on commence à alimenter un machine learning avec des samples qui ne sont pas qualitatifs, on ne maîtrise plus la sortie après. Et le deuxième principe, c'est des heuristiques que l'on utilise, dans laquelle la société a beaucoup d'expérience, parce qu'à l'origine, le premier jour, le moteur de détection avait été créé tout en heuristique. Donc on a un moteur d'heuristique assez poussé, on a créé des heuristiques qui permettent de s'assurer que les textes ne soient pas des duplicata. Donc à partir de là, ce que l'on a réussi à faire, et j'invite vraiment tout le monde à aller lire le brevet qui explique ça avec beaucoup plus de détails, ici c'est extrêmement simplifié, on arrive à augmenter notre volume de données de 10 fois et on est assez confiant dans la qualité des données qui ont été créées. Donc une fois qu'on en est là, on a un volume de données qui est assez conséquent, on peut commencer à utiliser des technologies basées sur le contenu, que ce soit du machine learning, du NLP, qui est un sous-ensemble du machine learning pour les puristes, pour aller commencer à créer un système de détection. Donc comment on fait une fois qu'on a ces samples-là? Il y a une partie qui est assez classique dans le monde du machine learning. Le principe, c'est de créer des modèles et d'entraîner des modèles de détection sur des samples. Et les modèles, ils doivent être extrêmement précis. On va éviter les faux positifs. Donc si vous vous rappelez le premier slide, la raison pour laquelle c'était important de catégoriser les attaques, c'est parce que plus le moteur il va être entraîné sur un thème particulier et plus vous pouvez garantir finalement qu'il va être précis dans son verdict. Donc c'est pour ça qu'il y avait 5 types de menaces qui avaient été identifiées. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 5 types de modèles qui vont être calculés. Le principe dans le monde de l'email, c'est d'utiliser tout le texte disponible et visible pour l'utilisateur. Donc on va combiner le sujet et le contenu. Et on ne va pas les combiner indépendamment, sinon on aura un problème de précision sur le sujet qui est souvent très court. Donc on va faire comme si c'était le même texte. Le texte du sujet et le texte du contenu. Pour la structuration des corpus, alors pour ceux qui connaissent le machine learning, c'est assez classique. Il y a 3 types de corpus. Ça veut dire qu'on fait 3 types de corpus 5 fois, puisqu'on a 5 modèles à entraîner. On va avoir le corpus qu'on appelle d'entraînement, de training. Le corpus de training, il va permettre d'alimenter le modèle avec ce que l'on a classé manuellement et ce que l'on a augmenté.
Ensuite, il y a un deuxième type de corpus, c'est le corpus de validation. Alors, il valide rien en fait, c'est le terme scientifique. Le corpus de validation, il sert à tuner les paramètres du machine learning et du NLP pour se rapprocher du 100% de précision, un score qu'ils appellent le F1 dans le monde du machine learning. On va se rapprocher du 100% de précision sur ce score-là. Les deux corpus, training et validation, eux, on va vouloir les alimenter avec des corpus augmentés. Parce que c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour achever la précision. Le troisième corpus, c'est le corpus de test. En fait, le corpus de test, c'est le corpus qui va mettre le tampon et qui va dire le moteur est précis. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire scanner des mails ou des textes que l'on a validés comme étant bien ce type de thème, ce que l'on cherche à attraper ou ce que l'on cherche à ne pas attraper, on fait les deux côtés. Et il va dire c'est précis à tant de pourcents de précision. Donc bien évidemment, si on veut s'assurer que lors de l'augmentation de la donnée, on n'a pas dérouté un peu le moteur de sa cible d'origine, sur le troisième, on ne va pas utiliser des données augmentées. On va chercher à utiliser que des mails d'origine ou que des textes d'origine, non transformés. Alors là, c'est écrit tout petit, mais je vais détailler étape par étape. On ne prend pas un texte et on le met dans le moteur comme ça. Il y a un peu de pré-traitement à faire si on veut s'assurer de la précision du moteur de détection, enfin du modèle. On va vouloir enlever tout bruit possible et toutes les caractéristiques ou toutes les variations qui finalement ne sont pas importantes pour le moteur. On va vouloir nettoyer un peu et lui simplifier un petit peu le travail. C'est comme ça qu'on va pouvoir garantir la précision de ce modèle. La première chose, on met tout en minuscules. On supprime les ponctuations. Ponctuation, ça ne sert à rien dans le sens d'un texte. Majuscule, minuscule, ça ne sert à rien dans le sens d'un texte. Donc on va faire en sorte que le moteur ne regarde pas ça. Ça ne soit pas une caractéristique différenciante. On va normaliser le texte, tout ce qui est les liens, les emails. Alors j'ai parlé des prénoms tout à l'heure qui avaient été déjà faits. Tout ce qui est une variable en fait. On va le retirer. Le moteur ne doit pas utiliser ça comme caractéristique. On va enlever ce qu'on appelle les stop words. Les stop words, c'est les je, tu, il. Curieusement, au sens scientifique pour le moteur, ça ne joue pas dans le sens du texte. C'est juste une manière d'interagir, mais ça ne joue pas dans le sens. Donc on va les supprimer également. On va faire ce qu'on appelle du stemming. Le stemming, c'est de mettre tous les verbes dans leur forme basique, à l'infinitif. Puisque là, ce qui nous intéresse, c'est le sens et ce n'est pas la conjugaison. Donc on va limiter cette caractéristique pour le moteur et en fait lui simplifier sa vie. Et à la fin, on va utiliser ce qu'on appelle un bag of words. Ça, c'est mon préféré. Pour être un peu plus technique, c'est TF-IDF. Vous pouvez aller le voir dans le brevet. Le principe, c'est d'aider le moteur à identifier ce qui ne sert pas comme caractéristique différenciante. Je donne un exemple. Ce que l'on voit beaucoup dans les emails d'impersonnation, c'est bonjour, je suis en vacances, est-ce que vous pouvez valider ce virement tout de suite, je réglerai ça à mon retour. Et vous avez le même texte, bonjour, je suis en réunion, est-ce que vous pouvez valider ce virement tout de suite, je réglerai ça dès que je suis disponible. Et bien là, le moteur, cette partie-là, le bag of words, il va identifier que le je suis en vacances et le je suis en réunion, finalement c'est du bruit. C'est pas vraiment la cible de l'email. La cible de l'email, ça va être valider ce virement tout de suite. Et donc il va identifier, il va mettre un poids aux mots de manière à regarder ce qui est important, faire le virement tout de suite, c'est important, et ce qui est moins important, je suis en vacances ou je suis en réunion, c'est moins important puisque ça varie tout le temps. Donc c'est finalement pas ce qui joue dans le thème de l'email. Et à la fin, on arrive à avoir un texte avec un vecteur, et c'est sur ce vecteur-là que l'on va faire l'entraînement du moteur. Mais même à la fin, le verdict du moteur, c'est également sur ce vecteur-là. C'est uniquement sur l'aspect transformé. Donc tout ça, c'est dans le brevet, vous pouvez aller le lire. C'est les scores que l'on a réussi à achever sur différentes plateformes. On a testé ça en différentes langues. Ici, c'est une plateforme de test. Vous avez ici la plateforme qui est au Japon, en Europe, ciblée sur l'Allemagne et aux États-Unis. Et vous avez ici les 5 moteurs et le niveau de précision au sens F1. Donc ce n'est pas des faux positifs, faux négatifs, c'est un sens scientifique, c'est le niveau de précision totale du moteur machine learning. Ce qui est intéressant dans les modèles qui sont créés avec ces méthodes-là, c'est que, ils sont extrêmement résilients. Résilients, c'est-à-dire qu'ils sont résistants à toutes les variations, en tout cas à beaucoup de variations, que les pirates s'amusent à faire pour changer un petit peu le contexte de leurs attaques. Et donc l'exemple un peu basique que je donnais tout à l'heure sur le « je suis en réunion » ou « je suis en vacances », on sait que les pirates, ils s'amusent à créer énormément de faux contextes. Ils vont dire « je suis à l'hôpital », ils vont dire « je suis en conférence », ils vont dire... Et donc même si on ne l'a pas appris au moteur,
Rien que le fait d'ajouter un vecteur avec des poids dans le sens des mots, le moteur va identifier par lui-même que ces variations-là qu'il n'a jamais vues auparavant, finalement, ne jouent pas dans le sens du texte. Donc il est extrêmement résilient, c'est-à-dire que c'est un moteur qu'on n'est pas obligé de mettre à jour chaque minute ou chaque jour avec les variations que les attaquants peuvent faire. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de maintenance et donc en termes de scale. Quand on sait qu'il peut y avoir différentes cultures dans différents pays, etc., on n'est pas obligé d'aller entraîner tous ces aspects-là. L'architecture est également très scalable, puisqu'on a thématisé les attaques, et donc on va pouvoir rajouter facilement finalement des modèles supplémentaires avec des nouvelles thématiques. Puisque vous imaginez bien dans l'architecture que c'est quelque chose qui est en parallèle. En fait, tous les moteurs sont appelés en même temps. Celui qui répond avec le niveau de précision le plus élevé est pris en compte. Donc on peut rajouter 50, puisque c'est 50 analyses en parallèle. Ce n'est pas une séquence. Donc ça scale très très bien à toutes les évolutions possibles. Et alors bien évidemment, et c'est un petit peu un principe évident, mais c'est important, on continue de rassembler auprès de nos clients, on continue ce qu'ils considèrent comme identifiés, dans un sens comme dans un autre. Et c'est avec ces samples-là que l'on va pouvoir entraîner le nouveau modèle, parce qu'on va le fine-tuner finalement avec les petites variations qui sont passées outre. Donc j'ai juste mis une quote ici d'un client qui était aux US, qui était très content de cette technologie qui a été mise dans le produit pour identifier un certain nombre d'attaques. Et encore une fois, je vous invite à aller lire le brevet. C'est assez charnu, mais c'est super intéressant, où on peut en parler à la fin. Je pourrais aller beaucoup plus dans le détail. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre stand qui est le A24, qui est dans la diagonale tout là-bas. Et si jamais vous êtes intéressé, sachez qu'on recrute énormément dans tous les postes, que ce soit commerce, que ce soit avant-vente. Mais ce qui me concerne plus, la partie technique, on recrute des ingénieurs, on fait du Golang, on fait du Kubernetes pour ceux qui aiment ça, on fait du machine learning et du NLP, vous en avez eu l'exemple. Et donc on recrute des ingénieurs, que ce soit pour travailler sur l'applicatif ou sur la détection des menaces et même le support client. Donc n'hésitez pas à soit que l'on en parle à la fin, soit à envoyer un ping sur le site web pour entrer en processus. Merci beaucoup et à votre disposition pour toute question.